Madame, Monsieur, bonsoir. Au sommaire de ce journal, des moyens financiers mis à la disposition de la République démocratique du Congo pour éradiquer 3 pandémies. Il s'agit de la tuberculose, le paludisme et les VIH-Sida. 650 millions de dollars américains seront disponibilisés par les fonds mondiaux. La République démocratique du Congo reçoit depuis hier une note de marque. Il s'agit de la première ministre belge, Sophie Wilness, une visite qui entre dans le cadre de renforcement des liens d'amitié entre Kinshasa et Bruxelles. Et puis cette nouvelle, 8 bourgmestres frappés de suspension par le gouverneur de la ville-province Kinshasa. Il leur est reproché le non-respect des instructions pour la bonne application de l'opération Kinbopeto. On en parle dans un instant dans ce journal. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue aux 20h. La première ministre belge est en visite officielle à Kinshasa. Sophie Wilness est hôte de marque de président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, avec qui elle a encore réchauffé les bonnes relations bilatérales qui existent déjà entre les deux pays. Pierre Kibombe Somoïsa, Kazo Kazadi, reportage. Le Fonds mondial Genève entend accroître sa contribution aux efforts que fournit le gouvernement de la RDC dans la lutte contre le paludisme, le VIH-Sida et la tuberculose. Peter Sand, directeur exécutif du Fonds mondial, l'a déclaré. Il a échangé avec le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo sur les voies et moyens d'accélérer la lutte contre ces 3 maladies grâce au partenariat entre la RDC et le Fonds mondial. With the ambition of accelerating the fight against the 3 big infectious diseases. Le but de cette visite et de la rencontre avec le chef de l'État est de renforcer le partenariat entre la République démocratique du Congo et le Fonds mondial afin d'accélérer le combat que nous avons contre les 3 épidémies que sont le paludisme, le VIH et la tuberculose dans ce pays. Le Fonds mondial offre une contribution très significative dans la lutte contre ces 3 maladies. D'ailleurs, pour la prochaine allocation, nous augmentons cette contribution qui va avoisiner les 650 millions de dollars et qui est donc en augmentation par rapport à l'allocation actuelle qui était aux alentours de 530 millions de dollars. C'est un don. La nouvelle allocation va commencer au début de l'année 2021, 2020 étant la dernière année de l'allocation actuelle. Nous avons eu une discussion très intéressante avec le chef de l'État et j'ai commencé par remercier le chef de l'État pour sa contribution exceptionnelle à la reconstitution des fonds du Fonds mondial pour un montant de 6 millions de dollars. Et ensuite, nous avons discuté des défis et des opportunités que nous avons ensemble pour améliorer le combat que nous avons contre ces 3 maladies. C'était là le directeur exécutif du Fonds mondial qui venait d'annoncer au président de la République que son organisation va apporter une aide d'environ de 650 millions à la République démocratique du Congo pour éradiquer le paludisme, le VIH-Sida et la tuberculose. Revenons à la première ministre belge qui est en visite officielle en République démocratique du Congo. Sophie Wilness était l'hôte du président de la République et elle est venue encore réchauffer les bonnes relations bilatérales qui existent déjà entre Kinshasa et Bruxelles. Sophie Wilness à la tête d'une importante délégation belge. Ce jeudi 6 février 2020 au Palais de la Nation, un signal fort de la reprise effective de la coopération entre Kinshasa et Bruxelles. Ma visite consiste à développer les relations bilatérales fortes entre la République démocratique du Congo et le Royaume de Belgique dans toutes leurs composantes. C'est en ces mots que s'est exprimée la première ministre belge au sortir de l'entretien qu'elle a eu avec le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Elle a dit avoir abordé avec le chef de l'État des sujets en rapport avec le climat des affaires, la coopération au développement, l'état des droits et les droits humains. La première ministre Sophie Wilness préconise une coopération franche d'égal à égal entre les 2 pays. La Belgique veut être un partenaire dans une relation franche et bienveillante, un partenaire dans une relation d'égal à égal, dans une relation avec des succès pour nos 2 pays. Et donc c'est bien dans cette dynamique-là que l'on s'inscrit.
Voilà, quand le président a décidé de faire sa première visite internationale en Belgique, il a fait un signal fort, il nous a donné un signal fort. À l'époque, en Belgique, on a été très honorés de ce choix et on a décidé d'améliorer, d'approfondir nos relations. Cette visite-ci, eh bien, elle matérialise la deuxième étape de ces souhaits, c'est-à-dire que je viens, moi, comme Première ministre, dans ma première visite internationale. C'est le premier pays que l'on vient visiter. Ce n'est qu'une première étape de quelque chose à construire, à reconstruire, parce que, évidemment, les paroles, c'est bien, les actions, c'est mieux. Et nous devons voir ensemble comment est-ce que nous pouvons, si vous voulez, matérialiser nos volontés communes de travailler ensemble. Pour la Première ministre belge, la coopération entre la RDC et la Belgique pourra se développer dans tous les secteurs militaires, économiques, de la police, de renseignement et principalement en termes de formation. Sachez également que la visite de la Première ministre belge en République démocratique du Congo augure une nouvelle ère dans la coopération avec la République démocratique du Congo. Déclaration du Premier ministre congolais Sylvestre Ilunga devant la presse ce jeudi à l'immeuble du gouvernement. Françoise Bouela. Chaude poignée de main entre les deux chefs des gouvernements. C'est une première rencontre entre Ilunga Ilunkamba de la République démocratique du Congo et Sophie Wilmès de la Belgique. Au cours du tête-à-tête ce jeudi 6 février 2020 à l'immeuble du gouvernement, les deux personnalités ont survolé les sujets de coopération. Un entretien pour fixer les grandes orientations sur les politiques à mener pour l'intérêt des deux pays. Accompagnés de quelques membres de leurs gouvernements respectifs qui ont assisté à l'échange des cadeaux, un rituel diplomatique pour souhaiter la bienvenue. Les échanges se sont élargis aux autres experts et membres du gouvernement congolais et belge. Près d'une heure pour évaluer l'état de la coopération mise en veilleuse il y a quelque temps. La coopération au développement, le climat des affaires, l'environnement socio-économique et les droits humains, ainsi que tant d'autres matières, ont été abordés. C'est au cours de la restitution devant les médias que le Premier ministre Ilunga a indiqué que cette première rencontre inaugure une ère nouvelle. Nous remercions Madame la Première ministre et le gouvernement belge de sa volonté d'accompagner la République démocratique du Congo dans cette phase décisive où elle est en train d'entreprendre des réformes socio-économiques importantes et nous espérons que la mission que vous avez conduite ici, Madame la Première ministre, augure une ère nouvelle dans l'histoire commune entre nos deux pays. Le Congo occupe une place de choix en tant que partenaire, a martelé le chef du gouvernement belge. Nous avons pu effectivement envisager et entendre les ambitions de ce gouvernement dans toutes ses composantes. Nous avons pu entendre le programme ambitieux qu'il s'est donné au bénéfice de l'entièreté de la population. Et à ce titre, la Belgique, évidemment, en tant que partenaire, dans un dialogue franc, mais dans un dialogue aussi bienveillant et encourageant. En tant que partenaire, la Belgique souhaite pouvoir prêter assistance à la réalisation de ces réformes. Bien que la Belgique continue à expédier les affaires courantes, le Premier ministre Sophie Wilmès entrevoit des possibilités de réfléchir sur le développement entre l'ex-colonie qui expérimente fraîchement une alternance démocratique et le Royaume de Belgique. Une nouvelle dans ce journal, sachez que le Premier ministre a lancé ce jeudi en Mbuji-Mayi les travaux de construction des ouvrages d'adduction d'eau potable, travaux financés par le projet de financement des infrastructures socio-économiques à hauteur de 26 millions de dollars américains. C'est le groupe chinois Pan China qui va exécuter les travaux qui vont durer 32 mois. Sylvestre Ilunga a regagné Kinshasa ce soir. Françoise Bouela-Bois qui y reviendra avec force et détails au cours de nos prochaines éditions. On revient sur l'arrivée de la Première ministre belge à Kinshasa, revenant à l'aéroport international de Njili pour voir les images de son arrivée. Elle était accueillie à l'aéroport international de Njili par le vice-premier ministre en charge de l'intérieur et de la sécurité, Gilbert Kankonde Malamba, faisant
l'intérim du Premier ministre. La Belgique tient à la coopération avec la République démocratique du Congo. C'est dans ce cadre que la première ministre belge Sophie Wilmès séjourne depuis hier à Kinshasa. À son arrivée, elle était accueillie à l'aéroport international d'Indjili par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Gilbert Kankonde Malamba, qui jusqu'à son arrivée assumait l'intérim du premier ministre Ilunga Ilunkamba. Sophie Wilmès est à Kinshasa pour renouveler les relations bilatérales entre la Belgique et la République démocratique du Congo. La Belgique offre sa disponibilité à assurer la formation des militaires et agents de renseignement. La chef du gouvernement belge se rendra par la suite à Lubumbashi pour la réouverture de la chancellerie belge. Il s'est dénoté que la première ministre belge Sophie Wilmès a un séjour de 3 jours en République démocratique du Congo, ancienne colonie belge. 30 ans d'existence depuis la création de l'Académie militaire Marien Ngouabi de Congo-Brazzaville. La cérémonie marquant cet anniversaire présidée par le président du Congo-Brazza, Denis Sassou Nguesso, devant le corps constitué, diplomatique et invité. Reportage Félix Zaloumé-Tidando. Prise d'armes riches en couleurs à l'Académie militaire Marien Ngouabi au 9e arrondissement, Thierry, à près de 25 km du centre-ville de Brazzaville. Passage des troupes en revue, le président Denis Sassou Nguesso présidait ainsi la grande cérémonie de festivités des 30 ans d'activité de cette école supérieure militaire de la République du Congo, née de son génie créateur. Le ministre de la Défense nationale et ancien combattant, Emengo Moukenalou Sadiese, y était représenté par une délégation ministérielle conduite par le commandant général des écoles supérieures militaires de FARDC, le lieutenant général Dieudonné Banza Lubungi. Le chef suprême de la force publique congolaise, le président Sassou Nguesso, a saisi sa présence cette fête d'anniversaire pour décorer l'étendard de l'Académie et ceux des civils, militaires expatriés qui se sont distingués durant les 30 ans de marche de cette entreprise de formation dans l'art de guerre. Il n'a pas tardé non plus à prendre acte du serment des élèves officiers d'actifs de servir le pays avec loyauté jusqu'au sacrifice suprême. Je m'engage solennellement à défendre l'intégrité territoriale, le peuple et les institutions de la République jusqu'au sacrifice suprême. C'était aussi un moment pour les élèves officiels de se faire porter les insignes des grades d'école par les autres stagiaires de la même académie sous un soleil d'aplomb. Le commandant de l'académie, qui dressait le bilan de 3 décennies d'activité, a compté 3354 jeunes officiers diplômés, marqués par un brassage profitable à la cohésion des armées africaines. Ils sont soit des officiers subalternes, soit encore des officiers supérieurs candidats au diplôme d'état-major. Ces grands instants de joie et de retrouvailles s'est clôturé par une parade militaire des différentes troupes commises pour la circonstance à la grande satisfaction de l'assistance officielle, curieuse et anonyme. Quittons Congo-Brazza pour nous rendre à Séoul. Les travaux du sommet mondial Séoul 2020 sur la paix se poursuivent dans la capitale coréenne au cours de la 2e édition. Un prix a été décerné au président sénégalais Macky Sall pour sa politique de bonne gouvernance et sur la paix. Alain Bika et Charmant Lelo sont nos 2 reporters sur place. Tous les projecteurs du monde étaient sur cette messe de la paix mondiale, Séoul 2020. Une tribune pour Ak Jack Moon de sensibiliser les leaders du monde politique et religieux de travailler pour un monde meilleur, sans barrière raciale ni religieuse, moins encore partisane. Le prix SNAC pour la paix 2020 a été décerné à Macky Sall, président sénégalais, par la cofondatrice de la Fédération pour la paix universelle, Dr Ak Jack Moon, pour son engagement à la recherche de la paix et sa politique de bonne gouvernance. Pour le ministre des Affaires étrangères sénégalais, qui représentait le chef d'État, Macky Sall, empêché pour des raisons sanitaires, cette récompense est une marque de reconnaissance des efforts de Macky Sall pour la paix et la bonne gouvernance devant la communauté internationale. Pour sa part, Macky Sall a reversé les fonds qui accompagnaient ces prix, évalués à $1 million au fonds de l'Union africaine pour la paix. Question pour lui de contribuer à la recherche de la paix en Afrique. Le secrétaire général honoré de l'ONU, Ban Ki-moon, a vu ses efforts pour la protection de l'environnement et son engagement pour la réussite des objectifs de développement durable récompensés. Mounib Younan, pasteur des églises
luthérienne, a été aussi honorée pour ses efforts dans la recherche de la paix en Proche-Orient entre Israël et Palestine. Retenons que ce prix a été initié en 2015 par Dr. Ak Jackmoon pour encourager les personnes et les organisations qui contribuent à la résolution des conflits dans le monde. Des voyages en voyage, Acacia Badoubola, ministre de l'économie nationale, elle séjourne à Tunis, en Tunisie, où elle participe au forum axé sur l'accélération de la croissance économique du continent africain. La ministre de l'économie a fait partie des invités du président tunisien Guy Blaise Kitiki à Nimbalaka. Tunisia Africa Business Council 2020, ce forum économique pour le financement des investissements et du commerce africain a vécu pour cette année 2020. Tunis est devenue la capitale des investissements africains où plus de 42 nations africaines ont pris part. La République démocratique du Congo a été représentée par son ministre de l'économie nationale, Acacia Badoubola Bongo, qui a conduit la délégation congolaise. Peu avant la grande messe, la délégation de personnalités africaines a été reçue par le président de la République tunisienne, Kais Saied. Cette troisième session a permis aux participants de discuter des perspectives d'avenir et d'échanges commerciaux entre Africains. Acacia Badoubola Bongo, ministre de l'économie nationale de la République démocratique du Congo, croit dur comme fer que c'est un moment privilégié pour les dirigeants et décideurs de se tourner vers un pays africain qui a émergé, la Tunisie soit-elle. Nous pensons que l'avenir de demain, c'est l'Afrique. Nous nous sommes réunis entre Africains justement pour discuter de perspectives d'avenir de notre Afrique de demain. Ouvrir l'Afrique vers des échanges commerciaux, ouvrir l'Afrique vers une collaboration sud-sud est un meilleur élément qui nous pousse à réfléchir sur le développement de l'Afrique de demain. Et c'est un moment privilégié. À l'issue de ce forum, Acacia Badoubola, la ministre de l'économie nationale, s'est entretenue avec certains délégués et participants pour l'épanouissement, les investissements et la diversité de l'économie congolaise. Retour au pays, en province. Cette fois-ci, le Nord Kivu vient de se doter d'une centrale voltaïque. Son inauguration s'est déroulée en présence du gouverneur de cette province, Carly Nzanzu, a par la suite visité quelques entreprises manufacturières. La province du Nord Kivu se range en ordre utile dans la compétition industrielle au Congo démocratique. Le gouverneur du Nord Kivu a consacré toute la journée de ce mardi à la visite des usines de transformation en territoire de Massissi. Celle qui nous accueille à la première heure est du secteur agro-pastoral. Désormais, le lait produit à Massissi sera traité, transformé avant la commercialisation ici à l'usine de Luhanga, localité du territoire de Massissi, une initiative de l'association des coopératives des groupements des éleveurs du Nord Kivu, Akogenoki en sigle. Son président Emmanuel Kamanzi confirme que ces projets s'inscrivent aussi dans le programme de 100 jours du chef de l'État. D'abord un honneur pour Akogenoki de voir l'autorité numéro 1 de la province visiter notre site de Luhanga pour qu'il puisse se rendre compte de l'évolution du projet qui est financé par le FPI sur l'instruction du président de la République dans son programme de 100 jours. Donc quand le gouverneur vient ici, ça veut dire qu'il soutient le projet, il soutient la Akogenoki comme il a toujours fait et avec lui nous pensons aller plus loin, surtout avec la main dans la main avec le FPI. La deuxième étape est l'usine de traitement de l'eau dénommée Vitalis. À Mouchaki, c'est l'initiative de l'honorable Mwanza Singoma, une eau naturelle de la source de Gassiza. Elle a des particularités. Une eau qui purifie la vie. 5000 litres d'eau, telle est la quantité qui sera produite par heure. Mais nous voulions aussi, en tout cas, montrer qu'il y a aussi des fils du pays qui veulent aussi investir, notamment dans les territoires, créer de l'emploi et montrer qu'il y a aussi un avenir. Le gouverneur du Nord Kivu encourage les initiateurs de ce projet. Carly Nzanzu Kasevita Martel, Massissi connu sous le coup de la Kalachnikov, désormais l'industriel prend l'ascenseur. Je voudrais dire aux affaires du Nord Kivu, à la population congolaise, surtout de Massissi, que les armes peuvent donner la place au développement. Les exemples d'aujourd'hui, la laiterie de la Akogenoki, mais aussi cette usine d'eau à Mouchake, ce sont des exemples parlants même qui convainquent tout le monde. Occasion faisant le larron, le numéro 1 de la province accompagné des élus du territoire de Massissi, parmi eux le président de l'Assemblée provinciale Robert Habichouti Seninga, ont échangé avec la population de Mouchaki. Un seul message, la paix, le développement, priorité du gouvernement provincial.
Le ministre sénégalais de l'Emploi, de la formation professionnelle et artisanat du Sénégal est à Kinshasa. Il a signé un mémorandum de mise en œuvre de coopération avec Justin Kalumba Mwanangongo, ministre de classe moyenne, entreprise et artisanat. David Moubenga nous en parle. Le Congo et la République du Sénégal sont désormais unis par des liens très solides dans le domaine de l'artisanat. Pour preuve, le ministre sénégalais de l'Emploi, de la formation professionnelle et de l'artisanat, Damé Diop, a effectué le déplacement de Kinshasa pour remettre personnellement au ministre des classes moyennes, petites et moyennes entreprises et artisanat, Justin Kalumba Mwanangongo, l'invitation en vue de la participation de la République démocratique du Congo à la 2e édition du Salon international de l'artisanat de Dakar, SIAD en sigle, qui aura lieu au mois de mars 2020 dans la capitale sénégalaise. Si j'ai tenu à faire le déplacement sur Kinshasa, c'est parce qu'il y a un prétexte. Le prétexte, c'est l'organisation du Salon international de l'artisanat de Dakar. Et cela, quand même, est dû aux relations très anciennes qui existent entre le Sénégal et la RDC. Des relations particulières qui existent entre Son Excellence M. Félix Tshisekedi et Son Excellence M. Macky Sall. Je me devais donc de faire le déplacement pour non seulement vous inviter à ce salon international de l'artisanat de Dakar, qui est né à sa 2e édition. Pour sa part, le ministre Justin Kalumba a donné la confirmation de sa participation à ce forum à la tête d'une forte délégation d'artisans congolais. Il a aussi émis le vœu de voir se renforcer davantage les relations entre la République démocratique du Congo et le Sénégal dans le domaine de l'artisanat afin de bénéficier de la longue et riche expérience sénégalaise. Nous, en tant que RDC, on est vraiment intéressés par l'expérience sénégalaise en matière de la législation sur l'artisanat. Nous n'avons pas, en tant que RDC, une loi sur l'artisanat. Nous sommes vraiment intéressés à voir ce qui se passe chez vous, parce que nous avons un avant-projet de loi sur l'artisanat. Et nous aimerions bien l'étoffer davantage, et bien sûr, à la lumière de ce qu'a été votre parcours, votre expérience là-dessus, de votre pays. Nous savons que vous en avez quand même une bonne expérience. Pour concrétiser ce partenariat, un mémorandum de mise en œuvre d'actions de coopération entre la République démocratique du Congo et le Sénégal en matière artisanale a été signé par les 2 ministres, suivi de la remise d'un cadeau au ministre congolais par son homologue sénégalais. Il s'agit d'une œuvre d'art en bronze représentant la carte géographique de la République du Sénégal. Les coordonnateurs provinciaux du ministère de l'Environnement sont tenus au respect de l'acte d'engagement sur la lutte contre la corruption et la maximisation de recettes de l'État. La non-application de cet acte entraînera des sanctions administratives et des poursuites judiciaires. Lopez Kakouba nous en dit plus dans ce reportage. De cet acte d'engagement vous implique directement. Le non-respect expose à des sanctions administratives et poursuites judiciaires. C'est par ces propos obligeants que le ministre de l'Environnement et Développement durable, Maître Claude Niamouga Bobaziboué, a tenu à responsabiliser les coordonnateurs provinciaux ce 6 février 2020. Le budget de la République est de l'ordre de 11 milliards pour l'année 2020. Le ministère de l'Environnement et Développement durable étant un service d'assiette de l'État, il nous a paru opportun de sensibiliser les coordonnateurs provinciaux, mais également les ministères sur lesquels le Trésor public compte pour atteindre les assignations qui sont les siennes. Et les assignations de notre ministère pour cette année 2020 sont de l'ordre de 117 milliards de francs congolais. Dites à vos collaborateurs qu'ils seront désormais cotés comme vous-même sur base de leur bonne conduite des recettes réalisées par nos différentes provinces. Il s'y est de rappeler que les coordonnateurs provinciaux du Kwango, du Bazouélé, de la Chopo, du Nord Kivu,
du Sud Kivu, du Haut-Katanga, de l'Ituri, de l'Équateur, de Kinshasa, Moamba, Tchangou et Lukunga ont signé cet acte d'engagement pour la maximisation des recettes de l'État. Ils sont reprochés de non-respect des instructions pour la bonne mise en œuvre de l'opération Kinbopeto dans leur juridiction où 8 bourgmestres viennent d'être suspendus de leurs fonctions, une mesure prise par le gouverneur de la ville-province Kinshasa, Jantini Ngobilambaka, a aussi remis des lots de médicaments à 170 formations de 9 zones de santé de Kinshasa. Lisette Mujinga nous en parle. Le gouverneur de la ville-province Kinshasa, Jantini Ngobilambaka, est entré dans une phase décisive dans la mise en œuvre de l'opération Kinshasa Bopeto. Cette philosophie, socle de son programme du gouvernement, vise non seulement l'assainissement de la capitale, mais aussi les changements des mentalités. Les bourgmestres et leurs adjoints, les commandants districts de la police ainsi que les responsables des services de sécurité, des mesures de suspension à l'encontre de 8 autorités municipales qui n'ont pas suivi à la lettre ces instructions pour une bonne mise en œuvre de cette opération dans leurs juridictions respectives. Il s'agit de bourgmestres de communes de Kimbanseke, Lingwala, Matete, Njili, Ngaba, Ngalie, Mangiringiri et Nsele. Pour l'autorité urbaine, l'heure a sonné pour des actions concrètes à impact visible. Par ailleurs, le gouvernement de la République démocratique du Congo s'est engagé dans l'agenda de la couverture sanitaire universelle. Pour y arriver, il a mis en place un programme de renforcement du système de santé pour améliorer les résultats pour la mère, l'adolescent et l'enfant. J'ose croire que la réception de ces médicaments permettra aux formations sanitaires de faire l'application de la tarification forfaitaire qui réduira la barrière financière de la population de ces 9 zones de santé aux soins de santé. Je ne saurais terminer mon allocution sans remercier chaleureusement Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour son implication personnelle et pour l'intérêt qu'il accorde à l'amélioration de la qualité de la santé de la population congolaise en général et celle des Quinoises et Quinois en particulier, dans l'objectif d'atteindre la couverture sanitaire universelle. C'est dans cette optique que le gouverneur de la ville-province Kinshasa, Jantini Ngobilambaka, a réceptionné puis remis des lots de médicaments à 170 formations sanitaires des 9 zones de santé sélectionnées dans le cadre du programme Achat stratégique à Kinshasa. La ville de Cape Town, en Afrique du Sud, a abrité le travaux d'Indaba. La République démocratique du Congo a envoyé ses représentants, en l'occurrence le ministre des Mines. Voici son intervention. Dans son intervention à la conférence internationale Indaba en Afrique du Sud, le ministre de Mines, Willy Kitobo Samsoni, a tenu à rappeler aux opérateurs économiques de ces secteurs que les mines sont un secteur porteur. Il invite les investisseurs à investir dans ces secteurs en RDC car ils trouveront leur compte. Non seulement les investisseurs, mais également les sous-traitants. La RDC a suffisamment amélioré le climat des affaires. Qu'elle est devenue un pays fréquentable où les droits de l'homme sont respectés. Un pays qui peut se mettre sur la table et discuter avec le grand du monde. Un pays où la traçabilité de ces minerais est assurée. Le secteur des mines, c'est le secteur porteur d'espoir de notre économie. On veut du développement du secteur des mines, maximiser les recettes pour que la politique de diversification de l'économie soit là demain. Mais pour y arriver, le pays a besoin des partenaires. C'est pour ça que nous sommes ici, l'État. C'est pour attirer les investisseurs. Nous voulons attirer aussi des investisseurs dans la sous-traitance, mais des investisseurs qui viendront bien sûr pour apporter leur expertise, qui viendront faire les affaires avec les Congolais en s'associant ensemble. Nous allons faire de la bonne politique avec une bonne gouvernance pour que vos affaires marchent et que vos affaires nous profitent pour développer le Congo. Il y a de la place pour tout investisseur qui veut faire les affaires en République démocratique du Congo dans les secteurs de mines. La communauté congolaise vivant en Chine doit se sentir en sécurité en ce qui concerne la contamination du virus coronavirus. L'ambassadeur de Chine en République démocratique du Congo a donné des assurances à la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Marie Toumba Nzezagina.
Wabiwa. Le monde de la République démocratique du Congo veut avoir le cœur net sur l'état des Congolais vivant en Chine face à l'épidémie de coronavirus. Ce mercredi, Marie Toumba-Nzeza, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, a eu des assurances. Tout se porte bien. L'ambassadeur de Chine en République démocratique du Congo, Xu Jing, a donné des informations fiables à la chef de la diplomatie congolaise. Pour l'instant, on n'a pas encore constaté des infections chez les Congolais en Chine et sont tous sains et saufs. À Wuhan, l'épicentre de l'épidémie, il y a 48 Congolais et ils sont tous en bonne santé. Et leur vie quotidienne ne sont pas gênées. Bon, on ne recommande pas des mesures qui consistent à restreindre les échanges, les voyages au niveau international. Comme ils sont en bonne santé, leur vie est assurée. Aucun d'entre eux a demandé d'être rapatrié. Les diplomates chinois ont également présenté à la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Marie Toumba-Nzeza, la dernière évolution de l'épidémie des coronavirus en Chine. Pour Xu Jing, il y a des signes encourageants car au niveau international, la propagation de l'épidémie n'évolue pas et l'on signale également la diminution de nombre de décès et des cas suspects. Je l'ai dit en l'ouverture de ce journal, le directeur exécutif du Fonds mondial est à Kinshasa. Avant d'être reçu par le chef de l'État, il a effectué une tournée dans les zones de santé de Kisantu et de Banzangungu dans le Congo central. Joël Maké, la Chimène Dondo, Bosco Dioya. C'est pour s'imprégner personnellement des actions humanitaires du Fonds mondial dans la lutte contre le paludisme, le VIH-Sida et la tuberculose en RDC que son directeur exécutif, Peter Sand, vient d'effectuer une visite de travail dans les zones de santé de Kisantu et de Mbanzangungu dans le Congo central. La visite a débuté au bureau central de la zone de santé de Kisantu, censé gérer les stocks des intrants et des équipements. Par la suite, la délégation a visité les sites de soins communautaires suivis des centres de santé de Kanvoya et de Kinkonka. À Mbanzangungu, l'hôpital général de référence a été visité ainsi que la clinique juridique qui accompagne les victimes de violences sexuelles dans la prise en charge psychologique et judiciaire. Peter Sand promet l'amélioration de son action en RDC. Nous sommes satisfaits de cette visite. Il y a eu des progrès significatifs qui ont été faits, même si bien sûr encore beaucoup doit être fait. Néanmoins, ce que je retiens tout particulièrement de cette visite, c'est la détermination de tous les partenaires qui sont sur le terrain pour effectivement mettre en œuvre les programmes de santé que nous finançons. Cela nous permettra de préparer la prochaine allocation du Fonds mondial pour la République démocratique du Congo pour un montant de plus de 650 millions de dollars afin de définir les investissements qui pourront apporter le plus d'impact pour le pays. Ainsi, le Fonds mondial compte accompagner la République démocratique du Congo dans la couverture sanitaire totale de son territoire. Le coordonnateur du Fonds commun pour le Congo, Néhémie Mouilagna, a été reçu par le cardinal Fridolin Ambongo. Les deux personnalités, à l'issue de leur rencontre, ont mis l'accent sur l'épanouissement du peuple congolais. On le suit. Poignée de main, expression des bonnes relations qui caractérisent l'Église catholique et le Front commun pour le Congo FCC. Plus d'une heure, le cardinal Fridolin Ambongo et le coordonnateur Néhémie Mouilagna ont échangé sur des questions liées au développement de la République démocratique du Congo. Nous avons toujours eu des relations très franches, nous et l'Église catholique en général, et lui-même comme père spirituel en particulier. Nous avons reconnu en Mbola que nous avons eu des malentendus, nous avons eu même certaines contradictions qui étaient liées à un déficit de confiance sur certaines questions, et Dieu merci, l'avenir a prouvé que sur toutes ces questions-là, il y avait beaucoup plus de procès d'intention. Si nous étions fait suffisamment confiance, on allait surmonter pas mal de malentendus. Et le plus important, c'est que tout cela est derrière nous maintenant. Surprise agréable à cette rencontre, la remise au cardinal de la Jeep flambant neuve, promis en son temps par l'autorité morale du FCC. Toute ma reconnaissance et toute ma gratitude au nom de l'archidiocèse de Kinshasa.
Et je le dirais entre parenthèses, il y a encore une deuxième voiture, hein. Vous vous souvenez? Il faudra encore que je réclame ça parce qu'on m'avait aussi promis ces véhicules-là, il faudrait qu'on l'aille. En tout cas, toute ma gratitude. Pour rappel, ce genre de rencontre intervient après celui de Mbandaka à la fin du mois de janvier de l'année en cours. C'était à l'installation du nouvel archevêque de Mbandaka. Les sujets sur les violences sexuelles ne laissent pas indifférentes les femmes. Voici la réaction de quelques femmes. Les organisations féminines de la société civile, membres du Fonds pour les femmes congolaises, après avoir suivi avec stupéfaction et regret les informations portant violation grave de droits de la femme autour de plusieurs dossiers se rapportant sur les actes inhumains de torture subis par 3 femmes de la DGM dans la province du Haut-Ouélé à Isiro en date du 31 décembre 2019. Ayant appris également du collectif des femmes journalistes de Butembo l'agression de la directrice de la radio communautaire Salama, Madame Alice Kapisa, en date du 9 janvier 2020. À Kinshasa, l'assassinat de Madame Thérèse Makolo, tuée par son mari, et l'accident de Mademoiselle Lissambo Poso renversée, et les cas de viol de la fillette de 13 ans du collège Révérend Kim. Exigeons aux acteurs politico-administratifs et judiciaires congolais de veiller strictement à l'application de lois portant protection de la femme en République démocratique du Congo. En conséquence, nous demandons que les auteurs de ces infractions soient déférés devant le cours et tribunaux compétents pour y être jugés en audience publique et condamnés. La levée de mesures de suspension de travail infligées aux 3 femmes de la DGM Isiro et leur intégration sans condition. Indemnisation de toutes les femmes victimes de ces comportements inhumains et dégradants, et en particulier la prise en charge médicale de Madame Yassonalo, actuellement internée aux cliniques universitaires d'Ouélé pour extraction de son utérus. Le candidat malheureux à l'élection présidentielle dernière, Monseigneur Kazadi Lukonda Ngoube, a tenu un point de presse pour aborder différents sujets d'actualité. Edith Chala nous en parle. C'est depuis la ville cuprifère de Lubumbashi, dans le Haut-Katanga, que Monseigneur Kazadi Lukonda Ngoube, leader de l'opposition républicaine légitime, envoie des signaux de ses positions politiques qu'il assume. Devant ses militants, cet ancien candidat président de la République ne semble pas digérer que l'impôt professionnel sur les revenus retenu sur les salaires des magistrats avoisine l'équivalent de $100 américains. Il pense recourir à la Cour constitutionnelle pour démontrer que les 15% d'imposition sont illégales et opposer l'inconstitutionnalité de cette décision pour l'annuler. Saisissant l'opportunité de cette tribune, le leader de l'opposition républicaine légitime a abordé d'autres sujets d'actualité. Kazadi Lukonda Ngoube suggère au président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo de ne pas se laisser distraire par des oiseaux de mauvais augure. Comme lui-même l'a dit, ce n'est pas son idée, il faudrait qu'il s'en éloigne davantage. La dissolution de l'Assemblée nationale est contre-productive et pour le président lui-même et pour le pays. Enfin, certains politiciens en mal de positionnement du Haut-Katanga n'ont pas échappé à l'oral de Monseigneur Ngoube. Le chef de l'État devrait s'en méfier. Celui qui a trahi trahira, soutient-il. L'exemple de la constance politique d'Étienne Tshisekedi lui vaut aujourd'hui des honneurs. Ce n'est pas le cas pour certains de sa génération. Les militants excités se sont montrés engagés derrière leur leader, Monseigneur Kazadi Lukonda Ngoube. Guilain Iguezia Muyumba, c'est notre invité de ce soir. Il est membre du Parti démocrate chrétien. Il parle de la relance des activités de ce parti. On l'écoute. Ce parti a vu le jour justement pour arriver à barrer. C'était l'un des partis ténors aux côtés de l'IDPS, il faut le préciser. Côte à côte, on bossait pour arriver à mettre fin à la dictature. Allez. Après un temps, on a connu un break, comme vous venez de le souligner. Ce break était justifié d'une part par la mort du tout dernier président, André Boboliko, qui est mort en 2018,
Mais ce que l'opinion ne sait pas, c'est que depuis l'année passée, nous sommes en train de travailler dans l'arrière-plan du pays. On a entrepris pas mal de déplacements vers l'intérieur du pays. Nous avons envoyé nos formateurs pour aller former et mettre en place des cellules provinciales qui sont en train de tourner. Et le moment venu, on se disait, nous allons devoir nous exprimer. Il fallait qu'on se rassure que de plus en plus le parti commence à refaire à sa force. Et c'est comme ça qu'on est maintenant en train d'échanger avec vous. Donc, le parti commence à se refaire de force, mais rappelez-nous encore quelle est l'idéologie des bases du PDSC. Le PDC est un parti qui met l'accent sur les valeurs et les principes, plutôt les règles et les principes de la morale chrétienne et de respect de vie humaine, voyez-vous. Et ce qui fait que le PDC, depuis le POC, s'est réclamé être un champion de l'intégrité dans la façon de militer et de vouloir conquérir et gérer le pouvoir. Donc, on s'est dit que le PDC doit reprendre sa place, la place qui est à lui. Pourquoi j'ai dit cela? Parce que vous êtes sans ignorer qu'aujourd'hui, la vie politique au Congo va dans tous les sens. Et le vrai problème pour nous, PDC, nous estimons que c'est parce qu'il n'y a pas, à un moment donné, de vrais partis qui s'affichent et qui acceptent d'assumer une position comme étant des gens qui ont dans leur ADN l'intégrité. Et c'est ça la particularité du PDC. Juste pour terminer, c'est qui dirige actuellement le parti? Le PDC est géré par les secrétaires généraux Damien Simbi, qui, conformément à nos statuts, est resté la personne qui doit gérer le parti après le départ de Boboliko. Et présentement, nous avons un comité directeur dans lequel je fais partie et une cellule des communicateurs. Donc de temps en temps, on communique et nous pensons pouvoir organiser le congrès d'ici la fin de cette année. Et nous allons certainement tenir notre congrès afin d'avoir des structures Merci élues. beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Guilain. Vous êtes membre du comité directeur du Parti démocrate social chrétien, le PDC, un parti qui a disparu mais qui renaît. Merci. Pas qui renaît. Voilà, une note triste avant de terminer ce journal. Le professeur Dr Mokoli Monene, vieux, Maître Ngoï Mbikani Léon et Angèle Mabondo Ngoï, Jacques Chibouabameji, journaliste à la RTNC, ainsi que les familles Mokoli, Tadi et Nkongo ont la profonde douleur d'annoncer aux amis et connaissances le décès de leur épouse, fille, sœur, belle-sœur et nièce Mimi Mokoli Poba Ngoï, responsable de service juridique des Ndjen DRC, mort survenu ce lundi 3 février au centre médical de Kinshasa, CMK en sigle. Le programme des obsèques se présente comme suit. Samedi 8 février 2020, levée du corps de la morgue de la clinique Ngalema à 8 h. Le corps sera exposé en la salle Kofi située au numéro 3 de l'avenue Malembankoulou, quartier Sosimato, à la commune de la Gombe, référence hôpital médecin de nuit. L'enterrement interviendra le même samedi à 13 h au cimetière des Mbenteke, nouvelle cité. Cette nouvelle triste tient lieu de faire part. Voilà, madame, monsieur, c'est la fin de ce journal d'Oscar Mbalkaïj, réalisé par Patrick Kachala avec le concours rédactionnel de Makunti Maïvette et de Renette Koulonga. En leur nom, je vous remercie infiniment d'avoir suivi ce journal de partout dans le monde. Je vous retrouve le jeudi prochain avec le même plaisir. À très bientôt.